Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu es blessé depuis des semaines, des mois, voire des années et que tu n'obtiens pas de réponse et de solutions pertinentes à tes douleurs. Donc dans cette vidéo, j'essaie de t'apporter avec mon expérience et avec mes connaissances ce que je considère être la solution pour l'ensemble ou pour la plupart, mais vraiment je pense que ça peut s'appliquer à toutes les blessures musculo-squelettiques, c'est-à-dire qui affectent au système musculaire, articulaire, ligamentaire, tendons, etc. Donc l'ensemble de blessures qu'on peut avoir lors du sport, par exemple, ou l'ensemble de douleurs qu'on peut avoir reliées au sport. Donc je vais essayer de t'apporter les réponses par rapport à ça, voire essayer de changer un peu ta vision par rapport à la blessure parce que c'est quelque chose qui va t'aider. Et forcément, c'est ce qui va conditionner après les traitements que tu vas choisir et les traitements que tu vas mettre en place et qui finalement vont te permettre de revenir au sport sans douleur et, si possible, bien sûr c'est le but, à ton meilleur niveau. Donc dans cette vidéo, on va aborder 3 points principaux. Déjà, la base, ça va être d'avoir la bonne vision, la bonne mentalité face à une blessure. Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre corps la plupart du temps, on risque de ne pas prendre les bonnes décisions. D'accord ? Je n'ai pas l'ensemble d'informations, donc je ne peux pas faire les bons choix, tout simplement. D'accord ? Donc ça va être vraiment important de comprendre ce qui arrive à notre corps. Qu'est-ce que c'est la douleur? Qu'est-ce que c'est la blessure? Qu'est-ce que c'est une lésion? C'est 3 concepts qui peuvent être différents, d'accord? Et on va essayer de faire la part des choses et d'essayer de comprendre dans chacun des cas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je peux mettre en place et qu'est-ce que je ne peux peut-être pas mettre en place de suite, d'accord? Et essayer de comprendre aussi en fonction du type de sport. Et nous, vous savez, moi je parle un peu plus des sports de force, tout ce qui est musculation, force athlétique, etc. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les blessures et douleurs liées à ces sports-là. Deuxième point, forcément, on va aborder aussi l'ensemble d'erreurs ou les erreurs les plus importantes que font la plupart des athlètes blessés et pourquoi moi je considère voilà, qu'il y a autant de taux, autant d'athlètes qui sont pas capables de revenir à leur niveau ou qui tout simplement traînent leur douleur, d'accord, jusqu'à ce qu'il y ait des solutions pertinentes qui soient mises en place. Et précisément, le dernier point, c'est ces solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour t'aider, d'accord, qui ne sont pas uniques, forcément, ces solutions, il en existe d'autres, mais pour moi, ce sont les plus importantes et tout le monde devrait passer par ça, de façon plus ou moins importante. Tout le monde devrait passer par ça. Il y a des gens qui vont aborder d'autres solutions en complément, il y en a d'autres que non, mais pour moi, c'est une partie qui est obligatoire dans n'importe quel processus de réhabilitation et c'est vraiment ça qui va te permettre de revenir sans douleur à ton sport et de pouvoir revenir sur ton meilleur niveau, vraiment. Donc, déjà par rapport à la vision de la blessure, là on va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'est fait mal au dos, vous voyez ici. D'un point de vue sociétal, d'un point de vue l'éducation qu'on a eue, on va de suite attribuer ça au fait qu'on s'est abîmé quelque chose. D'accord ? Donc au niveau du dos, on peut avoir les vertèbres, donc c'est des os. On peut avoir la fameuse hernie discale, d'accord ? Donc pour les vertèbres, on va imaginer, je me suis peut-être fracturé quelque chose ou je me suis peut-être fait une hernie discale. Vous voyez les vidéos classiques où on voit le disque comme un beignet, on appuie dessus et en fait quand on appuie dessus, il y a la confiture qui sort et qui comprime la moelle épinière. Bon, une hernie discale, ça ne se passe pas à 100% comme ça en fait. Ou sinon d'un point de vue musculaire, je vais imaginer que je me suis déchiré un muscle. Donc, je vais avoir cette image-là qu'on voit à droite. Pareil, une lésion musculaire ne ressemble pas du tout à ça. D'accord ? Ça, c'est des représentations complètement fausses qu'on fait. D'accord ? Donc, l'idée principale de cette partie ou de cette diapo, c'est que culturellement, quand on se fait mal, on a tendance à croire de suite qu'on s'abîmait quelque chose. Et ça, j'ai l'ordi qui rame un peu. Voilà. Ça, c'est complètement faux. D'accord ? Ça, c'est complètement faux. C'est 2 notions, 2 concepts différents. À droite, la lésion. Donc, j'ai une lésion tissulaire, j'ai une atteinte tissulaire. À gauche, c'est la douleur. C'est 2 choses qui peuvent survenir ensemble, mais c'est également deux choses qui peuvent être complètement dissociées.
D'accord? Et ça va dépendre du type de sport, du type de mouvement dans lequel on s'est fait mal, des symptômes qu'on va avoir et comment apparaissent ces symptômes avec la pratique sportive, le repos, sur certains mouvements, sur certains tests que va faire le professionnel de santé chez qui tu vas consulter. C'est à partir de ça, l'imagerie bien sûr, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir dire ou qu'on va pouvoir renforcer l'argument de OK, ces deux choses-là vont ensemble ou ces deux choses-là sont séparées. Ou pour cette personne, il n'y a pas de lésion, pour cette personne, il n'y a aucune atteinte tissulaire. Pour cette personne, c'est vraiment la douleur qui pose problème. D'accord? Donc, retenez que ces deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Ce n'est pas parce que vous avez mal que vous allez avoir une lésion tissulaire. Et au contraire, parfois, il y a des gens qui ont une lésion tissulaire ou qui ont eu des douleurs et une lésion tissulaire. Ils n'ont plus de douleur, on fait une imagerie et la lésion tissulaire est toujours en partie là. D'accord? Donc, retenez vraiment le concept de ces deux choses complètement différentes. D'accord? Et vous, dans votre cas, la priorité, déjà quand on se fait mal, c'est d'évaluer si elle a une lésion tissulaire ou pas, ou au moins si elle peut avoir une importance en lien avec vos douleurs ou pas. Parce que peut-être, en effet, dans votre rééducation par la suite ou dans le choix du traitement, ça ne va pas être les mêmes choix, les mêmes décisions qu'on va prendre ou les mêmes délais qu'on va respecter. D'accord? C'est-à-dire que le traitement peut-être sera le même en termes de contenu, mais les délais de cicatrisation ou les délais de rééducation ne seront pas les mêmes. D'accord? Donc en soi, ça change un peu moins de choses d'un point de vue contenu de rééducation de ce qu'on va faire. C'est surtout les délais à respecter. Mais déjà, de base, si je n'ai pas de lésion tissulaire, j'oublie l'aspect temporel, c'est-à-dire je reviens dans combien de temps, et je commence à me fier à des critères, c'est-à-dire est-ce que j'ai mal en faisant un mouvement? Est-ce que si je fais un mouvement qui met une difficulté, imaginons on classe les mouvements par niveau. Niveau 1, niveau 2, c'est plus dur en termes de mouvement, c'est plus contraignant pour mon dos. Niveau 3, c'est plus dur. Est-ce que si je fais un mouvement de niveau 1, ça va? Ok, peut-être que je peux tester le niveau 2. Et si le niveau 2, ça va et que le niveau 3, il est trop dur et il me fait trop mal, je vais rester quelques séances, quelques semaines, quelques jours sur le niveau 2 jusqu'à ce que le niveau 3 aille mieux. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va raisonner par niveau en créant une régression ou une progression d'exercice. D'accord? Et je vous spoil, la solution, c'est l'exercice. Bon, après, qui va nous permettre de petit à petit mettre en charge les tissus et arriver jusqu'au niveau 10, 15, 20, qui sera le mouvement qui, à la base, te faisait mal. D'accord? Donc, on n'a plus de notion temporelle d'attendre que le muscle cicatrise ou d'attendre que l'os cicatrise ou quoi que ce soit. D'accord? Et même ça, c'est des notions qui s'appliquent aussi aux lésions. Donc, on n'a plus de notion temporelle. D'accord? Et on n'a plus de notion de je me suis abîmé quelque chose, si je bouge, je risque de l'aggraver. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de complètement faux. D'accord? Une lésion musculaire a besoin de contraintes pour bien cicatriser. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, on prend deux personnes qui se sont fait une lésion musculaire, la première, elle ne fait rien du tout, le repos absolu. On se dit, ça va, on laisse reposer le muscle, il va bien cicatriser. Et la deuxième, elle fait un protocole de rééducation qui soit adapté à cette lésion musculaire, celle qui reviendra plus vite, mieux, et qui aura moins de taux de récidive, moins de taux de rechute, ce sera la deuxième, d'accord? Celle qui a fait la rééducation. Parce qu'on sait que la contrainte, si elle est adaptée, la contrainte c'est l'exercice, bien sûr, il faut que ce soit ciblé vers ça, nous permet de mieux cicatriser, d'accord? En fonction du tissu, ça se produit de façon plus ou moins importante, d'accord? Donc peut-être même pour une fracture, c'est quelque chose qui se produit aussi, mais au-delà de ça, mon état de santé sera meilleur parce que j'ai continué à bouger, j'ai continué à faire une activité physique qui est adaptée, un sport qui est adapté. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je peux reprendre n'importe comment, mais on fait des choses en adaptant au contexte de la blessure. D'accord? Et en fait, c'est toujours cette deuxième personne qui aura fait une rééducation active qui reviendra mieux par rapport à la personne qu'on a mis complètement de côté. Et on lui a dit plus de sport, stop, tu ne fais plus rien. D'accord? C'est toujours cette deuxième personne qui va mieux revenir et qui va vivre mieux son processus de blessure tout simplement. D'accord? Donc je pense qu'il faut vraiment enlever de notre tête la notion de repos absolu. La notion de repos est importante, est essentielle, et la notion de protection d'un tissu en cas de blessure, c'est quelque chose à respecter. Mais ça,
et le repos absolu, c'est quelque chose de complètement différent. D'accord? Donc, on retient d'ici, lésion et douleur ne sont pas la même chose. D'accord? Et dans tous les cas, il faudra passer par une rééducation active. C'est juste qu'en fonction de ce qu'on aura, il faudra qu'on protège plus ou moins la zone ou qu'on prenne plus ou moins en considération l'aspect tissulaire. D'accord? On va juste être plus prudent. Comment est-ce que je sais si j'ai juste une douleur ou si j'ai une lésion, s'il y a eu un dommage tissulaire? Donc déjà, on a dit tout à l'heure que forcément, il fallait obtenir un bilan auprès d'un professionnel de santé. Il y aura certainement des imageries. Après, à voir si les imageries montrent quelque chose. Une chose, c'est que l'imagerie montre quelque chose et autre chose, c'est que cette lésion soit en lien avec la douleur. Donc ça, c'est un professionnel de santé qui va vous aider à le déterminer. Mais déjà, en analysant le sport et le type de mouvement sur lequel vous vous êtes fait mal et les moments où vos douleurs sont présentes, c'est des choses qui vont déjà nous apporter beaucoup d'indices. D'accord? Donc, par exemple, ici, on parle de force athlétique. On va prendre l'exemple de la force athlétique. D'accord? En force athlétique, le taux de lésions, de blessures associées à des lésions, c'est-à-dire je me blesse, j'ai une lésion qui m'empêche de m'entraîner ou qui me fait vraiment apporter des modifications majeures à mon entraînement pendant quelques semaines. En fait, ce taux, cette probabilité, c'est pas la même chose, mais cette probabilité, cette prévalence est extrêmement faible. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare. On parle de une blessure, lésion, à 4,4 blessures, lésion, pour 1000 heures de pratique. En gros, comparé à d'autres sports, c'est vraiment ridicule. D'accord? On parle de 10 fois moins fréquent par rapport aux sports type rugby, foot, etc. D'accord? Donc ça, à la limite, ce n'est pas très important de retenir le chiffre en soi, mais on va l'associer à une autre donnée. Donc là, par exemple, vous avez des exemples de lésions pour le deadlift. Vous voyez, il y a des fractures de stress au niveau de la hanche. Il y a un cas dans la littérature, dans ce qui a été étudié. Donc c'est quand même assez rare. Il y a une lésion du pec. Donc là, je pense qu'on peut l'associer à des substances potentiellement, parce qu'une lésion de pec sur du deadlift, c'est quand même assez rare. Des lésions musculaires, ça peut être un peu plus fréquent, d'accord? Mais ça ne sera pas des lésions musculaires. Il peut y en avoir des graves, mais en tout cas, ce n'est pas le plus fréquent, d'accord? Le plus fréquent, c'est d'avoir des douleurs qui ne sont pas associées à des lésions. Okay? Et ça, comment est-ce qu'on le sait? Parce que si maintenant, on change un peu la définition de blessure et qu'on voit la quantité de powerlifters qui sont blessés, mais on prend uniquement en compte l'aspect douleur, donc pas forcément l'aspect lésion tissulaire, j'arrête complètement l'entraînement. C'est des personnes, par exemple, qui vont pouvoir continuer à s'entraîner parce qu'ils ont juste des douleurs. Donc, la plupart de leur entraînement, ils vont pouvoir le faire. Il y a juste un mouvement qu'ils vont faire de façon moins intense, avec moins de charge, avec moins de volume ou avec moins d'amplitude. Mais en fait, ce taux-là, il est énorme. D'accord? On parle de 70% des powerlifters à l'heure où a été faite l'étude, c'est-à-dire si on a pris 100 personnes et on leur a questionné par rapport à si cette année ils se sont entraînés avec des douleurs, il y en a au moment présent, il y en a 70 qui avaient des douleurs et il y en a 87 sur 100 qui, le long de la dernière année, ont eu des douleurs. D'accord? Ce que je veux, c'est pas que vous reteniez les chiffres, mais en gros, arriver à la déduction il y a énormément de powerlifters qui s'entraînent avec des douleurs. Or, les gens qui ont des blessures associées à des lésions et qui doivent complètement arrêter le sport ou qui doivent vraiment apporter des modifications majeures à leur entraînement sur l'ensemble des mouvements est extrêmement faible. Ça, qu'est-ce que ça nous dit? Que la plupart des lésions en force athlétique, la plupart des blessures en force athlétique, la plupart des douleurs en force athlétique ne sont pas associées à des lésions tissulaires. D'accord? Parce que sinon, ces taux, en fait, ils seraient similaires. Soit les deux taux seraient extrêmement hauts, les deux prévalences seraient extrêmement hautes. Or, s'il y a cette disparité, c'est parce que oui, en effet, en powerlifting, c'est très fréquent d'avoir des douleurs, mais c'est beaucoup moins fréquent, même quand on a des douleurs, d'avoir des lésions qui sont associées. D'accord? Donc, ça veut dire que pour la plupart des powerlifters, a priori, sans avoir bilanté, une blessure, une douleur ne sera pas associée à une lésion. Et ça veut dire qu'on pourra commencer une rééducation active de suite. Ça veut dire qu'il pourra continuer son entraînement sans problème.
d'accord? Juste en amenant quelques adaptations. Bien sûr, ça, ce n'est pas des conseils pour se dire la douleur, c'est une info et je l'ignore. Non, ça veut dire que la douleur, c'est une info. Je la prends en compte pour mon entraînement, pour adapter mon entraînement, mais je peux continuer à m'entraîner, d'accord? Sans risque. Si je m'écoute, si je respecte les différentes règles de la douleur que je vous ai détaillées par exemple sur la vidéo précédente, sur le guide complet que vous avez sur la chaîne 1h20 où je vous donne l'ensemble d'éléments qu'il vous faut comprendre pour avoir une meilleure éducation, tout simplement. D'accord? Donc je vous laisse aller regarder ça après si ce n'est pas encore fait. Vraiment, super important, c'est 1h20 où vous allez apprendre plein de choses et c'est 1h20 que vous allez bien investir pour vous et pour votre santé. Donc, si on le regarde un peu en mode visuel, tout ce qu'on a dit, on a 4 cas de figure, d'accord? 4 types de personnes. La première personne, elle n'a pas de douleur, elle n'a pas de lésion tissulaire. Ok? Donc, tout va bien, en gros, pas de douleur. Si on fait une imagerie ou après les tests cliniques, il n'y a pas de lésion tissulaire non plus. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui s'est fait mal, mais il n'y a pas de lésion tissulaire. C'est-à-dire, on regarde les imageries, on fait les différents tests cliniques que peut faire un professionnel de santé, on regarde ses symptômes et il n'y a pas de lésion tissulaire. Son problème, c'est la douleur. D'accord? Mais il n'y a pas de muscle qui est déchiré, il n'y a pas d'hernie discale, il n'y a pas de fracture vertébrale ou autre. Troisième personne, pas de douleur, mais si on regarde l'imagerie, il y a une lésion tissulaire. Ça existe aussi. D'accord? C'est possible. Il y a des gens, moi, je n'ai pas de douleur au dos. Là, si j'ai quelques raideurs, mais même quand j'avais pas de douleur au dos ou pas de raideur au dos, ça se trouve, j'aurais passé une IRM et on aurait vu des hernies discales au niveau de mon dos. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui forcément va m'amener des douleurs. D'accord? Ce n'est pas toujours relié. La quatrième personne, elle a des douleurs et si elle passe des imageries, elle a des lésions tissulaires qui sont associées. Comment se distribuent ces 4 personnes? Quelle est la fréquence de chacun de ces profils? Mais par rapport à ce qu'on a dit qu'en force athlétique, il y avait plus de personnes qui avaient des douleurs que de personnes sans douleur. Donc, c'est pour ça que la ligne verticale, elle est décalée vers la gauche et que du coup, les personnes sans douleur, ça prend moins de place dans notre écran. Je vais me déplacer. Et on a dit qu'il y avait, pour des personnes avec des douleurs par exemple, que les lésions tissulaires étaient moins fréquentes que les douleurs sans lésions tissulaires. Donc en gros, c'est comme ça que se répartit, si on devait vraiment répartir le type de personnes ou le type de powerlifter qui s'entraînent sans douleur, avec lésion, sans lésion, ça se distribuerait comme ça. D'accord? C'est-à-dire que le moins fréquent, mais en vrai ça fait sens, c'est de ne pas avoir de douleur mais d'avoir des lésions tissulaires, même si en soi ça peut être aussi quelque chose de fréquent parce que du coup ça veut dire que la lésion tissulaire n'est pas en lien avec une douleur. Ensuite, on a les gens qui tout va bien, d'accord, mais en soi ça n'a pas tellement d'importance. Une fois on est à gauche, on est à gauche. Ça n'a pas d'importance si on est sur la partie gauche, haute ou basse. Mais surtout, ce qui nous intéresse, et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as des douleurs, toi, c'est très probable que tu sois dans le cadre haut droit. D'accord? Donc, avec une douleur, mais sur lésion tissulaire. D'accord? Forcément, il y a des gens qui sont dans le cadre de bas en bas à droite. D'accord? Ça existe aussi. Ce n'est pas parce que c'est moins fréquent que ça n'existe pas. D'accord? Mais la base reste d'aller chez un professionnel de santé qui puisse te dire dans quel cadre tu es et qui, en fonction de où tu es, puisse t'apporter un traitement qui soit adapté. Donc, moi, ce que je vous conseille, en fonction du cadre dans lequel vous êtes, déjà, si vous êtes dans le cadre haut à droite, donc avec des douleurs sans lésion tissulaire, c'est d'arrêter de catastrophiser votre blessure. C'est-à-dire de vous dire, ok, mon dos, enfin, de vous dire, pardon, mon dos est douloureux, il y a quelque chose qui réveille une douleur, mais ça ne veut pas dire que, parce que maintenant je vais continuer à m'entraîner si je le fais de façon intelligente, cohérente et adaptée à mes douleurs, ça ne veut pas dire que je suis en train de réabîmer mon dos ou d'empirer l'état de mon dos. Si je vais faire des exercices chez le kiné ou si le kiné me donne des exercices à faire, ce ne sont pas des exercices qui vont user mon dos. D'accord? Il faut vraiment vous enlever ces termes-là de la tête parce que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est grâce à de la contrainte adaptée qu'on se soigne. D'accord? Si vous êtes
dans le cadre en bas à droite, donc douleur, et par exemple chez vous, on a confirmé des lésions tissulaires à l'imagerie et on a déduit, ce qu'il faut aussi le déduire, que ces lésions sont en lien avec vos douleurs. Il ne faut pas non plus catastrophiser. Il faut se dire que c'est un élément de plus dans l'équation qui va peut-être compliquer certaines choses ou qui va peut-être amener certains délais supplémentaires. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de plus grave. C'est juste que ça risque de prendre parfois un peu plus de temps. Les étapes sont peut-être les mêmes, mais un peu plus longues. D'accord ? Donc voilà, dans tous les cas, vous allez faire au mieux avec le professionnel de santé avec qui vous travaillez pour tenir en compte ça et pour pouvoir quand même l'améliorer, même s'il y a une lésion tissulaire. D'accord ? Mais ne vous dites pas que parce qu'on a trouvé quelque chose à l'imagerie, il y a tout qui est foutu et il y a tout qui est irréversible. Et parfois, cette chose qu'on voit à l'imagerie, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'aurez plus de douleur, elle sera toujours présente à l'imagerie et tout ira bien. C'est aussi possible. D'accord ? Donc surtout, on arrête de catastrophiser, on se met en tête qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes douleurs, d'accord ? Et forcément, je sais que tu as certainement déjà consulté des professionnels de santé ou autres, mais là, on va voir un peu les erreurs dans les traitements qui seront menés et forcément les solutions que vous devez rechercher, d'accord ? Donc j'espère que c'est clair pour vous qu'il faut dissocier ces deux choses-là. Elles sont complètement différentes, d'accord ? Mais du coup, plutôt que de vous dire « j'ai mal, je me suis abîmé quelque chose », dites-vous et retenez, ça c'est super important. J'ai mal, c'est une information de mon corps pour me dire « il faut que tu modifies quelque chose ». D'accord ? Si tu t'es fait mal, il y a sûrement des facteurs derrière, il y a sûrement des choses derrière que ton corps veut que tu modifies. Que ce soit ta charge d'entraînement parce que ce n'était pas adapté, que ce soit la progressivité avec laquelle tu as fait un exercice, que ce soit ta récupération, qui peut-être n'est pas optimale, ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil, d'accord ? Mais en tout cas, si j'ai des douleurs, mon corps me demande de modifier des choses, d'améliorer des choses, d'accord ? Le fait de ne jamais entretenir un minimum ta mobilité, le fait d'être assis toute la journée, d'accord ? Ton corps, il te demande du changement, ok ? Mais ça reste quand même important d'aller consulter un professionnel de santé. Ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo et que je vous ai sûrement rassuré que vous allez vous dire allez, je m'entraîne comme si rien ou j'adapte un peu mon entraînement, mais je ne tiens pas grand-chose en compte. Allez quand même consulter un professionnel de santé parce que c'est la personne qui va pouvoir vous donner le feu vert ou vous… Comment dire ? Vous expliquer dans quel point, dans quels aspects vous allez devoir être un peu plus prudent. D'accord ? Et forcément, ce discours, vous devez l'analyser et le contraster. Si c'est un discours qui est nuancé, si c'est un discours sur lequel le professionnel de santé vous apporte des arguments et des arguments solides et valables d'un point de vue scientifique et physiologique, rien ne vous empêche de demander plusieurs avis. D'accord ? Parce que parfois… l'avis ne sera pas le bon. Forcément, c'est quelque chose de pas facile quand on n'a pas les infos. C'est pour ça que j'essaye de faire au maximum ces vidéos éducatives. On passe sur la deuxième partie où on va parler un peu plus de rééducation. Donc, pour moi, dans votre rééducation, quand vous voulez vous soigner d'une blessure musculaire, articulaire, de douleur musculaire, articulaire, tendineuse, ligamentaire, il y a 4 aspects. Si on simplifie au max, il y en a plein, mais il y a 4 gros aspects qu'il faut améliorer et sur lesquels il faut travailler. D'accord ? Le premier, c'est votre douleur. Forcément, parce que c'est ce qui vous embête le plus et c'est quelque chose qui joue aussi sur les autres aspects. D'accord ? Donc la douleur. Le deuxième, c'est l'état du tissu. S'il y a eu une lésion musculaire, forcément, il faut que j'améliore mon état tissulaire pour qu'il y ait une bonne cicatrisation et que mon muscle retrouve son état d'avant ou un état qui se rapproche de celui d'avant, qui soit sain. D'accord ? Le troisième, c'est la fonction. La fonction, c'est la force qui est capable d'appliquer mon muscle, la mobilité que je suis capable d'avoir, la force que je suis capable d'appliquer globalement. D'accord ? Donc, c'est tous les aspects plus fonctionnels. C'est-à-dire, est-ce que je fonctionne bien à l'entraînement ou pas, indépendamment des autres aspects. D'accord ? Est-ce que je suis capable de faire ? C'est ça, c'est être capable de faire quelque chose. D'amener dans une amplitude, d'appliquer un certain niveau de force. Ça, lors d'une blessure, on le perd forcément.
Et le quatrième, c'est plus l'aspect mental, sur la confiance sur vous-même, sur votre dos, sur votre muscle qui a été lésé ou sur lequel vous avez mal, et sur la confiance pour refaire un mouvement ou pour ressoulever une charge donnée. D'accord? C'est quelque chose aussi sur laquelle il faut travailler. Parce que si je travaille sur les autres points mais que je n'ai plus aucune confiance, mais ça va m'embêter quand même pour performer. D'accord? Donc, c'est vraiment ces 4 aspects sur lesquels il faut travailler. Et en fait, pour travailler sur ces aspects différents, ben pour chacun des aspects, on a des choix de traitement. D'accord? Donc là, on rentre un peu plus dans le cadre des erreurs. Donc, forcément, sur la douleur, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. Les médicaments, ça peut vous aider. On ne va pas se mentir. Hein. Si je prends un antidouleur, ça ira mieux. Et plus c'est fort, plus ça inhibera ma douleur. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, parce qu'il y a quand même des effets secondaires derrière, etc. Et finalement, on est en train de cacher la douleur. Donc ça peut être utile dans un certain contexte donné, mais si j'en ai pas besoin, c'est quelque chose que je vais plutôt éviter. Parce qu'on a dit que la douleur, c'est quelque chose qu'on allait prendre comme information. Si vous allez avoir des douleurs insupportables, même au repos dans la journée pour vivre, ben là, ça peut être intéressant. D'accord ? Ensuite, on a les thérapies passives. Donc, ça va être massage, ça va être manipulation chez le kiné ou l'ostéo. Ça, peu importe, ce n'est pas une question de profession, mais plus d'outils. D'accord ? Donc, là, c'est la même chose. Si les thérapies passives vous font du bien, pour moi, il n'y a pas de problème à les faire. D'accord ? Mais il faut savoir quelle importance on lui donne dans le traitement. Il faut savoir à quoi ça sert. Une thérapie passive, c'est quelque chose qui peut nous aider à moduler la douleur. D'accord ? Donc, ça va être très bien. Et surtout, moduler la douleur quand elle est présente tout au long de la journée, au repos ou pas forcément associée à un mouvement. C'est-à-dire que si vous avez mal que sur du deadlift lourd, c'est probable que le massage vous aide moins que, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos ou qui sent des raideurs au dos toute la journée et pas forcément attribué au deadlift. D'accord ? Parce que la douleur va être plus liée au mouvement spécifique. Du coup, il y a d'autres choses qui vont pouvoir vous aider. Okay ? Donc, les thérapies passives, je les mettrai un peu pas dans le cadre des médicaments, mais dans le sens où j'ai besoin de cacher la douleur parce que ça m'embête, c'est chiant. J'ai envie de cacher la douleur, j'ai envie de me sentir mieux, tout simplement. Mais je sais, ce n'est pas quelque chose qui va m'aider d'un point de vue fonctionnel, ou au moins de façon directe. Parce que le massage, les manipulations, ça peut être utile. Mais ça peut être utile pas parce que le kiné est en train de détendre quelque chose sous ses mains ou que l'ostéo est en train de remettre quelque chose en place. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que quand on vous masse, quand on vous manipule, vous allez avoir un effet qui va moduler la douleur, donc une diminution de la douleur. Et suite à cette diminution de la douleur, le corps il va lâcher, il va vous relaisser bouger normalement. D'accord ? En gros, si j'ai mal sur une amplitude donnée, ben mon corps ne va pas me laisser aller la chercher ou aller chercher plus loin. Je me masse, ça module ma douleur, et maintenant mon corps il lâche le frein à main, on va dire. Il va me laisser partir, d'accord ? Mais pourtant, je n'ai pas gagné en mobilité, c'est juste que j'ai moins mal. Du coup, mon corps il me laisse aller plus loin, d'accord ? Il faut vraiment le voir comme ça. Le problème, c'est que si je fais que ça, et que je n'entretiens pas ce travail d'amplitude ou que je ne fais pas du travail de fonction, ben, la douleur peut revenir potentiellement. Parce que je n'ai pas encore apporté assez d'arguments à mon corps pour lui dire tu peux être dans cette position-là sans douleur, tu peux soulever cette charge sans douleur, tu peux appliquer de la force au niveau du dos sans douleur. On a été juste en train de cacher la douleur sur le court terme, sur le moyen terme, pendant quelques heures ou jours. D'accord ? Deuxième aspect, les tissus. Donc en cas de lésion musculaire, on l'a dit tout à l'heure, mais la base reste de remettre en contrainte progressivement les tissus. C'est quelque chose qui va leur permettre de mieux cicatriser. En fonction des tissus, les contraintes seront plus ou moins importantes. On cherchera à faire les exercices d'une certaine façon ou une autre. Ça, c'est tissu dépendant et c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais retenez que la base reste quand même d'avoir une stimulation. Parce que si je ne stimule pas du tout mes tissus, mon muscle, je ne donne pas de raison à mon corps pour aller avoir une cicatrisation de bonne qualité. La cicatrisation, c'est quelque chose qui coûte
au corps. C'est quelque chose de coûteux d'un point de vue énergétique. Donc, si je ne suis pas en train d'envoyer de la stimulation pour lui dire « faut que tu ailles réparer là, faut que tu ailles cicatriser là », mon corps il va faire la cicatrisation n'importe comment. En gros, c'est comme si maintenant j'ai un trou dans le mur. Ben, si je ne dis pas à mes artisans « ce mur-là, il est méga important pour moi, pour ma maison, pour me tenir au chaud », ben, l'artisan il va dire « il y a un trou, je vais mettre du papier pour qu'on ne voit pas le trou et pour remplir le trou et ça y est ». Mais le mur, il ne fait plus la même fonction qu'avant. Alors que si je lui dis « le mur, il est dans ma chambre, en plus c'est un mur qui isole vachement bien la température et le son », ben, l'artisan, si je lui informe, donc ça passe par de la contrainte, si je lui informe, il va faire les efforts nécessaires pour réparer le mur afin de retrouver la fonction du mur d'avant. D'accord ? Je pense que c'est un bon exemple et vous comprendrez bien avec ça. Même chose pour la fonction. Forcément, la mobilité ne revient pas toute seule. Entretenir un degré de force de mobilité, c'est quelque chose qui est coûteux pour le corps. D'accord ? Il faut retenir que notre corps est un flemmard. Donc, si on ne le stimule pas, la force ne reviendra pas toute seule. D'accord ? Et ça, forcément, ça passe par de l'exercice. Je ne l'ai pas mentionné, mais les exercices, c'est aussi des choses qui peuvent vous aider pour la douleur. D'accord ? De façon spécifique ou non spécifique. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai mal au dos et je vais courir et que la course ne me provoque pas davantage de douleur, la course me fera probablement du bien au dos. Je dis la course, ça peut être la marche, ça peut être la natation. Mais pas parce que la course soit un bon exercice pour le dos. C'est juste que je suis en train d'augmenter mes doses de mouvement et d'un point de vue aussi hormonal, etc., je vais avoir des substances antidouleurs, on va appeler. Donc, j'utilise des médicaments qui sont déjà dans mon corps, que produit mon corps, sans devoir avoir des substances externes qui, en plus, ont des effets secondaires. D'accord ? Et ensuite, on a des exercices spécifiques. C'est-à-dire, ça m'arrive pas mal de tester, par exemple, pour les épaules, quelqu'un qui a mal en montant le bras, le fait de parfois répéter des mouvements cervicales ou en thoracique, ça va améliorer sa façon de bouger au niveau de l'épaule. Ou ça va, pas forcément l'améliorer, mais il va avoir une façon de bouger, il va avoir une nouvelle stratégie de mouvement qui ne lui fera pas mal. D'accord ? Donc ça, c'est un exercice qui est spécifique, vu que vous voyez que la région thoracique ou les cervicales, c'est un lien avec l'épaule. Là, c'est plus de la course à pied où ça serait les jambes, ça serait une zone plus éloignée. Donc, effet spécifique et non spécifique, mais en tout cas, les exercices peuvent aussi m'aider pour la douleur. Et les exercices, c'est quelque chose de gratuit. Les exercices, c'est quelque chose que je peux faire quand je veux, où je veux. Gratuit, ça peut me prendre plus de temps, moins de temps. D'accord ? Mais forcément, ça demande de l'effort. On en parlera tout à l'heure. Et d'un point de vue confiance, je pense qu'on est tous d'accord. Si là, vous avez mal au dos sur un deadlift depuis des mois et que je vous donne un médicament et que je vous dis allez, maintenant, tu vas soulever 200 kg au deadlift, je pense que vous ne serez pas très confiant. Si la seule chose que vous avez fait entre le avant et l'après, c'est de prendre un médicament. Ou si je vous ai massé au niveau du dos et je vous dis allez mec, ton dos, il est prêt pour soulever. Vas-y. Alors que si on a fait un protocole de rééducation progressif, qu'on a mis en charge de façon progressive votre dos, qu'on a mis de la contrainte au niveau de votre dos et que, tu vois, sur cet exo-là, je suis capable de bouger sans douleur. Et sur cet exo, qui en plus ressemble à un deadlift ou qui amène des contraintes similaires à un deadlift, je peux le faire sans douleur. Et en plus, sur l'exo de renfort que tu m'as donné, où vraiment j'ai pu charger sur les extensions lombaires, je l'ai aussi fait sans douleur. Peut-être que je peux faire un deadlift sans douleur. Donc là, on est en train d'amener des arguments à votre corps, d'accord, pour lui dire, tu peux rebouger, tu peux faire une certaine tâche et te sentir en confiance. C'est une question d'apporter des arguments à votre corps. Et forcément, le fait de faire cette rééducation, de savoir que vous êtes devenu plus mobile, plus fort, que vous êtes testé sur des mouvements, pas de niveau 10, mais de niveau 9, vous allez vous dire, le niveau 9, il est passé crème. Le niveau 10, je pense que ça va passer. Donc, vous allez vous sentir en confiance. D'accord ? Donc, vous voyez, les exercices, la remise en contrainte, les exercices, l'exposition graduelle, c'est des façons différentes de l'appeler, sont présents sur les 4 cadres. Pourquoi on ne donne pas d'importance aux exercices de rééducation ? Pourquoi on vous donne 1, 2 exercices et on vous dit, tu fais ça quand tu peux dans la journée ?
Et il n'y a personne qui regarde si vous le faites bien. Il n'y a personne qui surveille si vous augmentez l'intensité de l'exercice, si vous le faites progresser. On vous le donne pour vous le donner, pour peut-être l'aspect douleur, mais il y a 3 autres pièces du puzzle qu'on est en train de complètement oublier. D'accord? Et on insiste autant sur médicaments en thérapie passive. Et je ne dis pas que c'est mal, c'est juste que ça a son intérêt à un moment donné, pour un objectif donné, pour une personne donnée. D'accord? Il faut savoir pourquoi ça marche, quand ça marche, sur quelle modalité ça marche, comment ça marche. D'accord? Donc je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais je dis qu'il faut que ça prenne une place, peut-être un peu moins conséquente. Si vous dédiez 3 heures de la semaine à votre rééducation, ben ça ne peut pas être 3 heures de massage. Ou 1h30, ça ne peut pas être 1h30 de massage. Si vous avez 1h30 à dédier. Vous pouvez faire 20 minutes de massage, mais l'autre heure 10, peut-être on va donner plus de place aux exercices. D'accord? Après, ce n'est pas une vidéo pour dire aux gens comment il faut travailler ou pour vous dire que tel professionnel est bon ou mauvais. Moi, je vous explique ça, après vous faites ce que vous en voulez. D'accord? Et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que les thérapies passives, les médicaments, le repos, bon, ça a sa place. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que cette place doit occuper toute la rééducation. Donc forcément, la base ou la priorité, ou là où vous devez mettre votre énergie mentale et votre énergie physique, pour moi, les choses qui auront le plus de levier, le plus de puissance, c'est l'adaptation du programme pour avoir un programme qui ne mette pas en danger la structure en cas de lésion ou qui n'aggrave pas vos douleurs, mais qui vous permette de continuer à vous entraîner, qui vous permette en plus d'améliorer votre fonction et d'améliorer l'état de vos tissus. D'accord? Et les exercices de réhab, plus spécifiques, l'hygiène de vie, etc. C'est les choses qui doivent vous prendre le plus d'énergie mentale ou sur lesquelles vous devez vous concentrer le plus. D'accord? Pas si le kiné il m'a massé un peu moins bien aujourd'hui, ou j'ai fait 5 minutes de moins de massage, ou cette semaine je ne peux pas aller me faire masser. D'accord? Surtout quand vous n'êtes pas au point de la rééducation où voilà, vos douleurs elles sont présentes pendant toute la journée, c'est insupportable. Là, dans ce cas-là, forcément. Si, là, par exemple, j'ai un patient il y a 2 jours, la réhabilitation au niveau du dos évoluait très bien. On était revenu sur son meilleur niveau. Et pas forcément de facteurs qui l'expliquent, mais il s'est retapé un lumbago. Donc forcément, là, il s'est retapé un bon lumbago. Il pouvait pas bouger. Il ne pouvait rien faire. Donc on a essayé de voir quelques exercices niveau 1, niveau 0,5 pour commencer à bouger, voir s'il y avait quelque chose qui même améliorait ses douleurs. En fait, il ne pouvait pas. Il m'a dit, Brian, là, vraiment, je ne peux pas. Donc forcément, moi, première chose que je fais, je travaille en distanciel, c'est lui dire, ben, va voir le médecin déjà, il te donnera des médicaments, parce que là, je pense que pour lui, ça allait être pertinent par rapport à son état, et il va aller voir un kiné, un ostéo dans la semaine, pour se faire manipuler, se faire masser, etc. En fin de semaine, il se sentira mieux, on pourra reprendre l'aspect exercice, d'accord? Mais vous voyez, c'est un contexte très particulier. C'est un contexte donné, et c'est un temps donné. Pour lui, par exemple, il y a une semaine, ça faisait 3-4 mois qu'on faisait, on n'avait plus de séances avec des douleurs. Toutes les séances en douleur, revenir à ce meilleur niveau. On devait arrêter la réhab là récemment d'ailleurs. Il n'avait pas besoin d'aller se faire masser, même si on était en réhab pour son dos. Parce que à ce moment-là de la réhab, la priorité devait être une autre. D'accord? Donc jouer sur les autres aspects sur lesquels on a mentionné. Forcément, c'est les outils, ça, qui ont le plus de puissance sur le long terme. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas s'en passer. D'accord? Les autres choses, on peut s'en passer. Si on les intègre et que ça vous fait du bien, c'est encore mieux. D'accord? Mais ça, les autres choses ne doivent pas prendre de la place sur ça, en fait.
C'est ça ce que je veux que vous reteniez. D'accord? Et ça, c'est compatible avec le reste. Vous allez le comprendre avec petite métaphore. Pour l'alimentation, je veux me nourrir. Donc, me nourrir, ça va apporter plusieurs choses. De l'énergie au niveau de mon corps, les bons macronutriments, les bons micronutriments, les bonnes vitamines, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut pour que mon corps soit en bonne santé. D'accord? À part ça, ça va remplir mon estomac, la sensation de faim. Et à part ça, c'est bon, ça peut me plaire. D'accord? Donc, forcément, le plat à gauche, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas se passer de manger des légumes, d'avoir une alimentation complète, de manger des protéines, de manger des glucides, des graisses, ce que vous voulez. On ne peut pas se passer de ça, d'accord, pour rester en bonne santé. Par contre, si ce plat-là, j'aime bien lui rajouter un peu d'huile d'olive ou un peu de ketchup, bon, ça ne combine pas avec du ketchup, mais c'est juste pour l'exemple, vous pouvez le faire. Si c'est encore plus bon pour vous et que ça vous aide à mieux manger les légumes ou à mieux manger ce plat et que vous kiffez, vous pouvez vous rajouter un peu de ketchup. Il n'y a pas de problème. Même vous pouvez vous rajouter pas mal de ketchup si ça vous fait du bien. D'accord? Si après vous n'avez pas de problème digestif, qu'en plus le ketchup c'est un ketchup de qualité qui a des bons ingrédients, pas de problème a priori. D'accord? Par contre, le ketchup ne peut pas prendre la place de mon plat. Je ne peux pas m'alimenter à base de tartines de ketchup ou de ketchup tout seul. Je n'ai pas trouvé de plat avec du ketchup tout seul, donc il y avait une tartine. Mais tout ça pour dire que le ketchup, ça serait plus l'aspect passif, etc. Et le plat serait l'adaptation des contraintes, d'accord? Et les exercices de réhab, forcément. D'accord? Donc le ketchup peut être méga important si sans ça, j'ai du mal à avaler mes légumes. Si je rajoute du ketchup, ça va être super bien de manger du ketchup. Le rapport bénéfice-risque ou le rapport bénéfice par rapport au temps, l'énergie, l'argent investi, c'est quelque chose de positif. D'accord? Par contre, il y a un moment donné où si je peux manger ça sans ketchup, je ne vais pas m'en rajouter. D'accord? Je peux m'en passer. J'espère que vous aurez compris. Je ne veux pas rabaisser les thérapies passives au niveau du ketchup, mais je pense que c'est utile pour l'exemple et c'est utile pour la compréhension. D'accord? Et je rappelle encore une fois, je ne suis pas en train de cracher sur ces thérapies. Je pense que ça a sa place, mais pour un contexte donné. Et que, de nos jours, on est en train de leur attribuer pas forcément beaucoup d'importance, mais des effets en fait qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est grave parce que du coup, nos patients croient qu'ils ont besoin de ça pour avoir des effets qu'en fait ces thérapies n'ont pas. D'accord? Et je suis le premier quand un patient en a besoin, à utiliser ce genre de thérapie. Mais encore faut-il qu'il en ait besoin, que lui, il apprécie ça et que ça a des effets sur lui. D'accord? Mais forcément, si j'ai une demi-heure à dédier avec mon patient qui va assez bien ou qui a des douleurs que pendant le deadlift lourd, je ne vais pas consacrer la demi-heure à faire du massage. On va consacrer la demi-heure à aborder des aspects techniques, à parler de comment il s'entraîne, à parler de sa charge d'entraînement, avoir des exercices de réhab qui lui permettent de renforcer son dos, de renforcer une position spécifique lors du mouvement. D'accord? Je vais consacrer à ça la demi-heure. Si j'ai 5 heures avec lui, peut-être je consacre une demi-heure au massage ou 1 heure au massage. D'accord? C'est une question de priorité par rapport à ce qu'on a. Donc encore une fois, sur la confiance. Imaginez, vous avez mal sur du deadlift lourd depuis des mois. Et là, je vous dis, on utilise n'importe quel de ces traitements. Je vous mets un peu de baume du tigre et je vous dis, allez, tu es prêt à reprendre le deadlift pour plein de séances sans douleur. Tu peux faire tout un bloc sans douleur. Est-ce que sur le long terme, vous pensez que c'est tenable? Ou juste le fait d'intégrer de l'automassage? Ça peut être utile, oui, mais je ne pense pas que c'est la solution qui va vous aider le plus sur le long terme. Ou de prendre 2 semaines de repos.
Ça sera encore pire quand vous allez reprendre. Au lieu d'avoir mal à 200, vous aurez mal à 160. Et pareil pour les exercices. Alors, je parle beaucoup d'exercices, c'est bien les exercices, mais encore, il faut choisir des choses qui soient adaptées. Est-ce que vous pensez que les bird dogs, donc là l'exercice qu'on voit en haut à droite, va avoir du potentiel pour changer quelque chose sur mon corps qui n'arrive que sur du deadlift lourd? Ça n'a rien à voir en termes de contraintes. En gros, je suis en train de traiter une douleur qui arrive sur un exo de niveau 20 avec un exercice de réhab de niveau 0,1. Il n'y a aucun potentiel de transfert à ce niveau-là, ou très peu. Donc par rapport aux solutions, forcément déjà si vous vous faites mal, ne pas arrêter dans la mesure du possible l'entraînement ou le mouvement qui vous fait mal. Ça ne veut pas dire qu'on va le conserver de la même façon. On va l'adapter en fait. Donc il y a plusieurs façons de l'adapter. Prenons l'exemple du deadlift, mais c'est applicable à n'importe quel mouvement. Est-ce que si je fais un peu moins léger, un peu moins lourd, ça va ou pas? Est-ce que ça change grand-chose si j'enlève que 10-15 kilos? Parce que peut-être que je peux choisir un autre format sur lequel je peux exploiter cette charge-là, avec laquelle je peux m'entraîner sans douleur. Ou est-ce que, il y a les travaux, ou est-ce que si c'est une question de douleur qui survient avec du volume, est-ce que je peux répartir mon volume différemment dans la semaine ou trouver d'autres formats d'entraînement? Donc ça se parle avec votre coach. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux améliorer les choses d'un point de vue technique? Souvent, la mise en tension, une mauvaise mise en tension lors du deadlift a tendance à provoquer des douleurs. D'accord? Donc, est-ce que je n'ai pas du travail à faire de ce côté-là? Ou du travail en tempo? Je peux essayer. Ça peut me faire du bien, d'accord? Pour améliorer la mise en tension. Ce n'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, mais c'est une question d'essayer. C'est juste des options qui existent en soi. D'accord? Ou réduire l'amplitude. Si j'ai vraiment mal au deadlift, peu importe la charge, mais que j'ai mal que sur l'amplitude basse, est-ce que je ne peux pas peut-être distribuer mon volume différemment pour avoir peut-être un deadlift plus léger dans la semaine où je m'entraîne sur toute l'amplitude et avoir un deadlift plus lourd sur l'amplitude que je n'ai pas mal. Au moins, je peux continuer à pratiquer le mouvement. D'accord? Donc ça, ces adaptations, on va les amener à l'entraînement pour qu'au lieu d'être sur des niveaux de douleur, comme je vous avais dit sur le guide, de 6, 7, 8 sur 10, voire plus, on descende à un seuil de douleur qui est tolérable, avec lequel on peut travailler, avec lequel il n'y a pas de risque d'aggravation de vos douleurs ou pas de risque d'aggravation de l'état de vos tissus, donc de votre dos. D'accord? Donc ça serait s'entraîner entre 0 et 3 sur 10 de douleur. En général, c'est assez safe. S'il n'y a pas de douleur le lendemain, s'il n'y a pas de douleur au repos, si vous sentez que ça n'évolue pas négativement. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ces adaptations sur mon entraînement et que j'ai trouvé ce seuil, cette base de travail que je peux tolérer, c'est mon niveau de départ. Petit à petit, je le fais évoluer. La semaine d'après ou 2 semaines après, j'essaye de faire un peu plus. Soit une série de plus, soit d'augmenter un peu l'amplitude, soit d'augmenter un peu la charge. D'accord? Mais je fais progresser. Et je teste. J'adapte en fonction de ça. Donc ça, c'est la base. Et après, forcément, il y a des exercices à faire travailler derrière, à implémenter derrière, de réhab qui vous permettront de mieux vous sentir et de retrouver vos capacités d'appliquer de la force, de retrouver certaines amplitudes. D'accord? Forcément, il y a tout l'aspect hygiène de vie qui est essentiel. D'accord? Le sommeil, l'alimentation, le stress, l'exposition aux écrans. On va essayer d'améliorer notre hygiène de vie par rapport à ça. Mais d'activité physique, si je suis quelqu'un de sédentaire qui travaille pas mal assis dans la journée, ou ma seule activité c'est aller jusqu'à la salle à pied et faire du power, pourquoi pas intégrer un autre sport une fois par semaine, un peu de course à pied si vous aimez ça une fois par semaine. Ça peut être, là en Andorre, il y a beaucoup de paddle, ça peut être un paddle avec vos j'en sais, un basket, un foot, peu importe, une fois par semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir le faire pendant 2 heures, mais avoir une autre sollicitation une fois par semaine, d'accord? Notamment si c'est au niveau du dos. Ça joue beaucoup sur les douleurs de dos. Si vous avez des douleurs au coude, c'est probable que ce soit un peu moins adapté, d'accord? Mais surtout pour ceux qui ont mal au dos, au bassin, etc. Le fait d'implémenter un autre sport par semaine, une autre activité physique, ça peut être intéressant. Ok?
Et forcément, vous allez avoir le travail de mobilité, de renforcement spécifique que vous allez faire en réhab. D'accord ? Qui va jouer, on a dit, sur la douleur, qui va jouer sur l'état de vos tissus, sur votre confiance et sur votre fonction. C'est le puzzle qu'on a vu tout à l'heure. D'accord ? Et en fait, c'est toujours cette question de niveau, faire évoluer les exercices par niveau, voire comme sur un jeu vidéo. Et petit à petit, quand vous allez faire évoluer vos exercices par niveau, ben vous allez avoir gagné en capacité. C'est comme un personnage de jeu vidéo, il va gagner, je ne sais pas, une épée plus forte ou des chaussures plus fortes, ou j'en sais rien, ça fait très longtemps que je ne joue pas, ou un bouclier plus fort, parce qu'il s'est entraîné pour. Et du coup, quand il va s'affronter au boss final, au niveau 10, à son deadlift lourd, le mouvement qui lui faisait mal, ben, il a plus d'armes pour mieux l'affronter. D'accord ? Donc c'est plus probable qu'il gagne. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est très bien ce que tu dis, Brian, mais pourquoi les gens finissent par ne pas faire ça? Et pourquoi on choisit d'aller se faire masser, attendre que ça aille un peu mieux, prendre 2-3 jours de repos, prendre des médicaments, et puis, et encore une fois, il n'y a pas de problème à faire ça, mais le problème c'est, et puis, je ne fais plus rien. C'est-à-dire, je reviens sur mon entraînement. Peut-être avec un peu de progressivité, mais sans y prêter particulièrement attention ou sans faire des exercices qui me font monter de niveau. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est parce que c'est plus cher? Bon, on a dit que les exercices, déjà, c'est gratuit. Ça peut être plus cher si vous travaillez avec une personne supplémentaire par rapport à ça. Les gens qui travaillent avec moi en réhab, ben forcément, ça demande un investissement aussi d'un point de vue financier. Est-ce que ça prend plus de temps? Pas forcément, parce que je considère que la personne avec laquelle vous bossez doit s'adapter à vos contraintes de temps et doit mettre en place un plan qui soit adapté à votre emploi du temps aussi, pour que vous puissiez le faire durer sur le long terme et que vous ne lâchez pas la réhab au bout de 2 semaines parce que ça vous prend énormément du temps. D'accord ? Donc je considère que la personne doit aussi s'impliquer de ce côté-là, de la même façon que vous aussi, vous allez devoir peut-être faire des efforts sur investir, vous libérer un peu de temps, mais il faut trouver un juste milieu. Donc non, ça ne prend pas forcément énormément plus de temps. Est-ce que ça fonctionne moins? Ben non, on a dit que ça fonctionnait encore mieux. Mais forcément, ce n'est pas la facilité. C'est des choses qui demandent de l'initiative, c'est des choses qui vont vous demander de faire des efforts. Sur les exercices de réhab, au début, ça va être agréable, puis il y a des exercices de renforcement, de mobilité qui vont vous mettre en difficulté. C'est des choses qui vont vous demander de ne plus passer du temps à être sur le téléphone ou de regarder une série et prendre quelques minutes dans la journée pour faire vos exercices de réhab. Et ce n'est pas facile. Et malheureusement, et encore plus de nos jours, on est trop habitué à la facilité. Moi aussi. Et dès qu'on nous demande de faire un effort de plus, même si on sait que cet effort va payer, c'est dur de le faire. D'accord ? C'est pour ça que à chaque fois que je termine une réhab avec quelqu'un, je le remercie pour sa confiance, déjà. Parce que mettre sa confiance en mes mains, même si je travaille à distance, c'est quand même assez fort. Parce qu'il a mis sa santé entre mes mains, pardon. Et deuxièmement, je le félicite. Au-delà de si on s'est soigné complètement ou pas, parce que peut-être on n'a fait qu'un mois ensemble, parce que cette personne-là, elle pouvait faire comme moi, je le félicite parce qu'il s'est impliqué. Il s'est impliqué, il a fait ses exercices de réhab, il a été régulier, il a mis ses efforts sur les exercices de réhab, il a investi du temps, c'est un investissement financier aussi, donc ça peut aussi coûter plus ou moins d'argent en fonction d'avec qui vous bossez, si c'est remboursé par la Sécu, etc. Donc forcément, c'est un investissement. Et je le félicite rien que pour ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et là, on est proche d'une heure de vidéo, ça fait 1 heure qu'on parle, enfin que je te parle. Et suite à avoir regardé cette vidéo, il y a 90-95% des gens qui ne vont rien changer à ça et qui vont continuer par choisir la facilité. Et si vous ne changez rien, c'est que vous n'avez rien appris. C'est-à-dire que vous avez perdu, on est à 55 minutes. Vous avez perdu 55 minutes parce que, ok, vous avez appris des choses, mais apprendre, c'est je regarde la vidéo et après je commence à mettre en place dès le lendemain ou dès le jour même.
Ça, c'est apprendre. Si je ne change rien à mon comportement, je n'ai rien appris. D'accord? C'est pas facile. C'est pas facile si le reste d'éléments précédents nous apportaient toutes les solutions, si le massage nous apportait toutes les solutions, si les manipulations, les médicaments, le repos absolu nous apportaient toutes les solutions, je serais le premier à vous dire, choisissez ça. Ça marche bien et en plus c'est facile. Le problème c'est que ça ne marche pas bien si on fait que ça. Donc, il faut choisir la difficulté aussi parce que c'est la seule façon d'y arriver en fait. Pourquoi je vous mets un chien plus par rapport à ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur l'aspect catastrophisme, sur l'aspect repos absolu. Les chiens, ils ne font pas de repos absolu. Et en fait, ils vont très bien avec. Je ne sais pas s'il y a des vétérinaires qui regardent cette vidéo et je me trompe, vous le mentionnez en commentaire, mais quand un chien se fait mal, sauf si vraiment il s'est explosé la patte, quand un chien se fait mal, il a des douleurs et vous savez ce qu'il fait. Il boite. Il boite, c'est-à-dire que tout simplement, le premier jour où il s'est fait mal, peut-être il va mettre 2 kg ou 1 kg de poids du corps sur sa patte parce qu'il peut tolérer ça par rapport à sa douleur. Et vous savez ce qu'il fait le jour suivant? Au lieu de mettre 1 ou 2 kg, il en met 3, puis 4, puis 5, puis 6. Il adapte sa charge d'entraînement. D'accord? Donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire un peu plus des chiens et qu'on se sorte de la tête le fait de se dire la base, c'est d'aller me faire manipuler, masser, etc. Ça peut être intéressant. D'accord? Mais ce n'est pas la base. C'est peut-être la base à un moment donné très concret. Ou pour un contexte ou une personne donnée. D'accord? Mais ce n'est pas la base. La base, c'est de mettre de plus en plus de poids sur ma patte chaque jour et de marcher un peu mieux chaque jour. Et finalement, le chien, quand tout va bien, il marche normalement. Ok? Lui, il ne fait pas d'exercice de réhab non plus. Mais bon, par rapport à ce qu'il a, peut-être ça ne serait pas le plus pertinent, ça serait un peu compliqué aussi. Mais je pense que vous avez compris l'exemple. Donc maintenant, tu n'as plus aucune excuse, d'accord, par rapport à ce qu'on a mentionné, pour continuer à faire pareil et ne rien changer à la façon dont tu t'es pris en charge. Parce que oui, c'est toi qui te prends en charge. Tu peux te faire guider plus ou moins par d'autres personnes, mais finalement, la personne qui doit avoir l'initiative d'aller consulter et de mettre en place le traitement qu'on te propose, c'est toi. C'est toi qui as mal. Donc, même s'il y a des gens qui vont pouvoir t'aider parce qu'ils ont les compétences pour, tu vas être le responsable de te prendre en charge. D'accord? Et ça, ce n'est pas pour te faire culpabiliser ou quoi que ce soit, mais pour te dire que c'est toi qui as toutes les armes en fait et qu'il y a des gens qui vont pouvoir t'aider sur ce chemin, sur ta réhabilitation, mais c'est vraiment toi qui vas se soigner, d'accord? Et on peut t'apporter de l'aide de façon complète avec ce qu'on a dit, médicaments, massage, manipulation, mais à un moment donné, c'est toi qui vas devoir faire les efforts parce que c'est ça qui va te faire revenir à ton meilleur niveau et te faire revenir sans douleur sur les mouvements qui vont te provoquer des douleurs, d'accord? À côté de ça, forcément, si tu souhaites le faire complètement de façon autonome, tu peux faire des recherches, comme regarder cette vidéo ou autre type de vidéo. Tu peux aller regarder des vidéos d'exo de réhab sur ma chaîne. Je recommande, ça sera utile, mais je ne recommande pas de rester sur ça parce que tu n'auras pas tous les éléments. C'est un domaine assez complexe, la santé. Parfois, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, il y a des particularités. Donc, forcément, le mieux reste d'être accompagné. D'accord? C'est toujours important de faire ses recherches, de s'auto-former pour avoir après un critère afin de pouvoir nuancer, contraster les différents avis, les conseils qu'on nous donne, pour savoir s'auto-gérer aussi quand il n'y a personne qui est là parce que c'est dimanche ou c'est samedi et le cabinet est fermé ou la personne n'est pas disponible. Donc, c'est important, d'accord? Mais je recommande de ne pas rester sur ça. Si vous avez un professionnel de santé proche de chez vous que vous pensez qui peut vous aider, je vous le souhaite déjà parce que ça reste top. Si en plus c'est quelqu'un chez qui les soins sont remboursés ou autre, vous aurez moins d'argent à investir de ce côté-là. Ça sera quand même des efforts à faire de votre côté. Ça, il n'y a personne qui le rembourse.
Mais forcément, il y a quelques critères à remplir, d'accord? Faut pas que ce soit quelqu'un qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, va rester que sur des massages tout au long ou qui va vous brancher sur une machine, qui va vous laisser pendant demi-heure sur une machine et après va repartir soigner 5 autres patients pendant qu'il est censé être avec vous, en fait. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est une red flag. Si vous allez dans un cabinet comme ça, pas besoin d'être méchant, mais vous reprenez votre ordonnance et vous repartez. Si c'est quelqu'un qui ne cherche même pas à s'intéresser à votre contexte, à vos objectifs, au sport que vous faites, à comprendre le minimum qu'est-ce qui se passe dans votre corps et qui cherche la facilité à juste vous dire tu arrêtes le sport ou tu arrêtes pendant 4 semaines, mais peut-être que le fait d'arrêter le mouvement pendant 4 semaines, ça pourrait être un conseil intéressant dans certains cas, mais il doit vous proposer des alternatives. Il doit vous dire par contre tu peux continuer à faire ça, c'est un problème. Ou par contre, au lieu de faire ce mouvement-là, ce que je te propose pour que tu continues à t'entraîner au niveau du dos, c'est qu'on fasse ça. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait des solutions alternatives. Okay? Si ce n'est pas quelqu'un qui vous propose des alternatives et qui vous donne du repos absolu, pour moi, qui ne vous donne pas de devoir, on va dire, pour moi, ça reste une red flag. D'accord? Forcément, il y a des gens qui auront besoin de vraiment protéger la zone, mais on peut faire plein de choses en protégeant la zone. On peut faire plein d'exercices, on peut entretenir plein d'activités physiques ou autres, tout en protégeant la zone et sans la mettre en danger. D'accord? Donc la zone qui vous fait mal au niveau du corps. Et forcément, c'est quelqu'un qui doit être à l'écoute, qui doit s'investir sur vous connaître d'un point de vue santé, etc. Passé sportif, votre contexte sportif, vos objectifs. D'accord? La troisième option, c'est de travailler avec moi. Non, ça existe aussi des professionnels qui travaillent en distanciel. Moi, je travaille en distanciel. Donc, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un professionnel de santé en présentiel qui soit proche de chez vous, qui remplit ces critères, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message. D'accord? Je vous en parle un peu plus par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à comment je fonctionne avec les athlètes avec qui j'ai déjà bossé. Donc là, je suis content parce que il y a quelques semaines, je suis arrivé à l'athlète numéro 150. Ça fait déjà pas mal. Donc, je suis content d'avoir aidé déjà pas mal de monde et j'espère pouvoir continuer à le faire avec plus de monde. J'espère pouvoir t'aider, toi, si tu viens vers moi, que ce soit moi ou Maxime, mon collaborateur. Donc, forcément, je te tiens déjà au courant. Ce ne sont pas des soins qui sont remboursés, donc ça demande un investissement à ce niveau-là. Je te tiendrai au courant des formules, tarifs, etc. Et ça ne va pas être la facilité où tu vas te faire masser et je vais te masser et ça y est. D'accord? On va faire des choses qui vont t'aider pour la douleur. On va aussi faire des choses qui vont t'aider pour les autres aspects. D'accord? Mais forcément, ça demande l'implication et je sais que ce n'est pas facile. Mais si je propose les soins que je propose, si je me casse la tête à produire tout ce contenu, c'est aussi parce que je pense que c'est la meilleure solution sur le long terme. D'accord? Sur ça, j'espère que la vidéo aurait été utile pour toi. N'oublie pas, commence à mettre en place ça dès aujourd'hui.